Merci de regarder Canal 7 et bienvenue à votre débat politique, décryptage cas par cas. Pour ce 3e numéro, nous allons ensemble avec nos invités décrypter, examiner et analyser les coalitions politiques au Gabon. Dans la deuxième partie de cette émission, le deuxième invité nous rejoindra. Il s'agit du président du Bloc démocratique populaire, un habitué des plateaux et de ce plateau également, Pascal Koulou. Mais pour l'heure, place à l'entretien avec le premier invité. Thierry d'Argendieu-Cambila, bienvenue sur les antennes de Canal 7. Vous êtes, alors avant peut-être de vous présenter, vous expliquer un peu le concept de l'émission. Nous allons passer tout de suite un entretien de 10 minutes. On va échanger beaucoup plus et ensuite vous aurez dans la deuxième partie de l'émission le débat, le contradicteur qui a été présenté, qui viendra donc pour être face à vous. Ce soir, nous n'aurons pas une fois de plus Patricia Lydie-Mouillet, toujours en mission hors du pays. Alors vous êtes un homme politique, président de l'Union nationale des Forgerons, un parti qui a été légalisé en 2006. C'est un parti de la majorité à cette époque-là, bien sûr, sous le président Fomar Bongo. Vous êtes par ailleurs, à cette époque-là également, coordonnateur général des affaires politiques à la présidence de la République entre 2006 et 2003. Vous m'arrêtez si je me trompe. En 2013 et 2009, d'accord. En 2013, donc, vous rejoignez les rangs de l'opposition presque au même moment que Jean Ping démissionne du PDG et aujourd'hui, vous êtes donc avec le même Jean Ping dans cette fameuse coalition Jean Ping 2016. Est-ce qu'il y aurait un point de votre CV brièvement présenté ainsi que j'aurais oublié? Non, mais au-delà de la politique, je suis un haut fonctionnaire de l'État gabonais. Je sers au Conseil national de la communication et je suis spécialiste des questions de régulation de la communication. D'accord. Donc comment vous décririez aujourd'hui votre parti, le parti l'Union nationale des Forgerons? Comment est-ce que vous le décririez idéologiquement parlant, s'entend? Ben, écoutez, la question idéologique, c'est une question qui se définit par rapport aux objectifs d'un parti. Et je pense que le Gabon n'a pas la même trajectoire historique que la France, par exemple. Et donc la composition des camps ou la création de partis doit se faire en fonction des objectifs et de l'environnement culturel d'un pays. Nous sommes des forgerons simplement parce que c'est un des métiers qui a donné naissance aujourd'hui à l'ensemble des métiers. Vous ne pouvez pas devenir bûcheron s'il n'existait pas un forgeron. Vous ne pouvez pas devenir un maçon si vous n'avez pas au départ un forgeron qui vous donne votre outil de travail. Vous ne pouvez pas devenir jardinier s'il n'y a pas un forgeron pour vous donner votre outil de travail. Donc quand vous regardez la plupart des métiers traditionnels qui ont permis de bâtir le monde, les forgerons étaient à la base de la créativité et du pouvoir d'imagination. Je pense que du point de vue de la rhétorique idéologique ou de l'archétype idéologique, c'est quand même important de se réclamer de cet héritage. Nous sommes des héritiers de ceux qui ont bâti le monde. Et je pense que sur ce plan, l'Afrique, qui a été le berceau de l'humanité, peut s'en prévaloir d'être un des pionniers, qui a porté une des visions dans la conquête de l'espace vital, si j'ose le dire. Parce qu'effectivement, finalement, le forgeron est un pourvoyeur. Et politiquement parlant, est-ce que l'Union nationale des forgerons, vous voyez comme des bâtisseurs au Gabon? Ce qui est important, c'est beaucoup plus les valeurs les plus authentiques qui ont été léguées par les pionniers. Je crois que ce qui est important pour nous, ce sont les valeurs de l'effort au travail, la persévérance et la recherche de l'excellence en permanence. C'est ce que nous retenons. Nous ne voulons pas être des forgerons d'hier,
Et nous voulons être les forgerons d'aujourd'hui et les forgerons de demain. Éventuellement. Alors, vous quittez la majorité en 2009, mais vous ne refaites surface que dans l'univers politique en 2013 uniquement. Et là, c'est pour annoncer votre revirement vers l'opposition. Qu'est-ce que vous faisiez entre-temps? Écoutez, je pense que l'élection présidentielle de 2009 était capitale dans ce sens que le président Bongo avait fait quand même 42 ans de pouvoir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le passage de témoin s'est fait quand même avec une génération différente. Avec une génération différente, c'est-à-dire celle d'Ali Bongo. Il y a donc eu un espoir immense dans le pays de par effectivement ce type de dévolution du pouvoir d'une génération à une autre. Et la génération qui était celle du président Bongo avait été pratiquement disqualifiée lors de la conférence nationale. On avait pensé qu'elle n'était pas capable justement de pouvoir porter un projet de construction ou de la modernité du pays et qu'il fallait effectivement passer à autre chose. Et je crois que sur cette base-là, beaucoup de gens de ma génération se sont mobilisés justement en pensant justement qu'Ali Bongo allait incarner cette transition générationnelle et faire en sorte justement que le pays rentre dans la modernité politique. Nous y avons cru. Nous y avons cru. Et je crois que je fais partie de ceux qui ne se sont pas lancés dans les attaques très tôt. J'ai préféré attendre, regarder, observer, évaluer et analyser avant de prendre la décision de rejoindre l'opposition gabonaise en 2013. Entre 2009 et 2013, ça fait quand même suffisamment de temps. Donc c'était le temps d'observation selon vous? Le temps d'observation, de regarder les premiers pas du président, du nouveau président de la République. Et puis, au bout de 3-4 ans, c'est-à-dire pratiquement au milieu du mandat, constater effectivement la situation désastreuse d'aujourd'hui et prendre des positions pour l'avenir. D'accord. Comme motif de départ donc, de cette majorité-là, vous auriez avancé à l'époque, j'ai bien dit vous auriez avancé à l'époque, le fait de ne pas avoir été reçu par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, depuis 2009, alors que c'est lui qui avait coordonné, c'est vous donc, qui aviez coordonné les équipes de campagne cette année-là à Mékambo. Est-ce que vous reconnaissez cela? Bien sûr. Mais le problème avec les journalistes du Gabon, c'est un peu la déception parce que je fais partie du métier et je fais partie des formateurs dans le domaine de la communication. Je suis un peu déçu parce que j'ai fait quand même un discours d'une heure lorsque je décide justement de rejoindre l'opposition. J'ai fait l'état des lieux du pays sur le plan économique et sur le plan social. Il se trouve malheureusement que la presse n'a retenu que ce bout de phrase. Chaque presse choisit ce qu'elle retient. Mais non, mais vous ne pouvez pas dans un discours aussi important qui fait l'inventaire de la situation du pays, retenir un bout de phrase. Ce que j'ai dit à la fin, c'est que nous ne nous sommes plus jamais croisés. Mais ça ne veut pas dire que je réclamais que le président Bongo me reçoive, qu'Ali Bongo me reçoive. Bon, mais reconnaissez quand même que ça laisse un peu dubitatif quant au véritable motif de votre alliance que vous aviez passée avec la majorité. Mais nous ne sommes pas surpris dans un pays d'anecdotes. Nous pensons simplement que la presse gabonaise, dans sa généralité, malheureusement ne va jamais au fond du débat. Attaquer Thierry Lajandieu sur ses déclarations, sur la question économique, sur les questions sociales, sur l'évaluation. La presse est libre de vous attaquer où elle veut. Alors, on va bientôt... Elle n'est pas libre d'attaquer sur ce qu'elle veut. Mais il ne faudrait pas qu'elle retienne un aspect anecdotique de mon discours pour en faire finalement... Oui, mais reconnaissez que c'est quelque chose que vous avez dit. Est-ce que vous avez été recruté au sein de l'opposition ou alors on pourrait appeler cela un repositionnement politique? Mais c'est un repositionnement politique, comme d'ailleurs ça se passe de façon tout à fait naturelle dans toutes les démocraties. Si vous n'êtes pas d'accord avec la gouvernance d'un pays, vous êtes un citoyen libre de dire non. Et vous arrêtez votre engagement. C'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas tenu d'accompagner une gouvernance qui ne correspond pas à l'idée que je me faisais du Gabon. Et aujourd'hui, donc, vous vous réclamez membre de cette coalition Jean Ping 2016. À votre avis, quel est le poids de ce regroupement? C'est un regroupement, effectivement, qui regroupe un certain nombre de partis politiques. Nous sommes une vingtaine de formations politiques à soutenir cette coalition. Au-delà, justement, des partis politiques, il y a également les forces sociales.
les syndicats, les associations, les organisations non gouvernementales qui sont autour de 70 qui soutiennent cette candidature. Au-delà des organisations politiques et sociales, il y a également la notabilité, la jeunesse du pays qui accompagne cette candidature depuis son début. Vous savez très bien que le président Jean Ping a fait le tour du Gabon et qu'il a eu des débats, des discussions avec les citoyens de ce pays, quelle que soit leur catégorie sociale. Je pense que nous sommes dans une coalition suffisamment large. Et vous pensez qu'elle pourrait survivre après l'élection présidentielle, cette coalition? Je pense que ce qui est d'abord important, c'est de remporter l'élection présidentielle. Et si le président Jean Ping parvenait à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés avec nous, il y a une élection législative qui fondamentalement est importante pour donner la majorité au nouveau régime. Et je crois que c'est à ce niveau que nous devons nous atteler, chacun en ce qui le concerne, de donner le meilleur de lui-même et faire en sorte que nous ayons la première chambre du Parlement avec nous, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas indiscret, quels sont les termes des accords? On sait qu'il y a toujours des sortes de marchés qui sont passés lorsqu'on rentre dans une pareille coalition. Vous espérez à quelque chose, vous? Il y a une offre politique. Vous ne nous direz pas c'était laquelle, la vôtre? Non, il y a une offre d'abord du candidat. Vous savez, une élection présidentielle, c'est un homme face au peuple. Moi, je ne suis pas candidat, c'est M. Jean Ping qui l'est. Donc c'est à lui d'abord de définir le cadre dans lequel il voudrait amener le Gabon. Et nous avons adhéré pleinement aux idées, n'est-ce pas, qu'il a émises. Et sur ce plan, nous avons discuté d'une plateforme de gouvernement. D'accord, je crois que vous avez compris ma question, mais vous voulez contourner. On reviendra juste pour la deuxième partie de cette émission avec M. Pascal Koulou. Ce sera donc le débat, c'est dans quelques secondes. Le débat, c'est également avec vous, chers téléspectateurs. À partir de maintenant, vous pouvez donc réagir à cette question qui vous sera posée, qui apparaîtra donc sur votre écran. Vous avez 3 canaux pour nous parvenir. Vous avez bien sûr la page Facebook de l'émission Décryptage cas par cas, mais également 2 numéros, un numéro court pour tous vos messages si vous êtes à l'intérieur du pays, du Gabon. Et pour ceux qui résident hors territoire gabonais, vous avez bien sûr ce numéro long, les 2 qui s'affichent au bas de votre écran. Alors, la question de ce soir, au vu de leur fonctionnement, peut-on dire que les coalitions politiques s'arriment aux lois constitutionnelles réglementant ces groupements au Gabon? C'est donc la question posée. À vous le débat. Bonsoir Pascal Koulou et bienvenue. Bonsoir madame. Alors, on est toujours avec notre invité. On discute ce soir de ces coalitions politiques qui se forment et qui se démêlent au Gabon. Est-ce que, en observant ou en écoutant l'entretien de tout à l'heure avec M. Dargendieu, vous avez retenu quelque chose, si oui, quoi? Oui, non, donc dans le fond, je notais avec beaucoup d'intérêt le fait que M. Dargendieu ait choisi volontairement de survoler un tout petit peu l'histoire des coalitions politiques dans notre pays, mais également la conclusion heureuse qui nous aurait évité certainement d'avoir ce débat, c'est-à-dire celle de dire que depuis pratiquement 90 jusqu'à aujourd'hui, toutes les coalitions politiques qui se sont formées, que ce soit généralement dans l'opposition, n'ont pas pu permettre d'arriver à des victoires politiques évidentes. L'histoire témoigne de ce que d'année en année, on voit des coalitions se former et le constat reste évidemment le même, c'est-à-dire qu'à l'issue, c'est des échecs. Échecs dus essentiellement au fait que, premièrement, ce sont des rassemblements qui par moments donnent l'impression d'être des regroupements de mercenaires, c'est-à-dire des gens qui soit de par leur stature ou posture, ou un peu pour emprunter une expression qui était chère à un homme politique français qui disait qu'il faut avoir de l'épaisseur politique. Soit ça pense de l'épaisseur politique, n'arrivent pas eux-mêmes à se donner donc une vision, la respecter, l'entretenir, pour pouvoir aux différentes étapes qui constituent la marche vers le pouvoir, c'est-à-dire les élections, parce qu'il y en a de 3 autres. On a les élections locales, on a les élections législatives, et puis bon, évidemment, la grande élection sommet qui est celle des présidentielles. Donc on a vu comme ça se créer, depuis les années 90, je l'ai dit, des coalitions politiques qui, généralement encore, sont malheureusement centrées toujours sur les questions électorales, sur les élections, et du fait
qu'elles n'ont pas un socle commun, un socle idéologique, n'ont pas une même vision. Elles disparaissent après les élections. Elles disparaissent, non seulement elles disparaissent, mais c'est beaucoup plus le fait de celui qui a la capacité de soutenir financièrement ces coalitions. Et on note donc aujourd'hui, et cela se voit encore depuis que ce dont il se fait aujourd'hui le chant, c'est-à-dire M. Ping et les autres être engagés dans la campagne présidentielle pour l'élection de cette année, que depuis des coalitions se forment, ils sont allés de l'UFA à l'UFC. Aujourd'hui, il y a une dynamique, je ne sais pas quoi, et puis bon, il y a une autre coalition. Donc, autant de coalitions, et je suis presque certain que d'ici que nous arrivions au mois d'août, elles vont toutes éclater parce que les raisons fondamentales pour lesquelles ces gens se mettent ensemble ne sont jamais inventoriées pour que chacun sache exactement. Alors, Darjandieu Kambila, qu'est-ce qui aurait changé aujourd'hui dans l'histoire? Il a essayé un peu de retracer. Heureusement ou malheureusement, c'est long. C'est toujours des coalitions de l'opposition qui ne tiennent pas au-delà d'élections présidentielles ou d'échéances électorales. Qu'est-ce qui, à votre avis, aurait changé aujourd'hui? Puisque vous avez tenu tout à l'heure et soutenu même que cette coalition pourrait aller loin. Qu'est-ce qui aurait changé à votre avis? Je suis au regret de constater qu'il n'y a pas d'histoire sans date. Je n'ai entendu aucune date, aucune référence réelle concernant l'analyse sur les coalitions. Parce que les téléspectateurs qui nous écoutent ont besoin quand même d'une approche analytique convenable concernant la question des coalitions. Toutes les coalitions qui ont été créées au Gabon n'ont jamais été par rapport aux élections. Une des premières coalitions qui ont été créées par l'opposition gabonaise, c'est le FUAPO, le Front uni des partis de l'opposition à l'époque. Quel était l'intérêt et l'objectif du FUAPO? Ce n'était pas les élections, c'était d'obtenir le multipartisme immédiat à la conférence nationale. Et il ne faudrait pas que nous tronquions l'histoire de notre pays. Attention, le rôle du FUAPO s'est arrêté là, parce qu'effectivement, pour ceux qui n'avaient pas la lecture réelle du débat politique de l'époque, il faut bien comprendre que la conférence nationale avait été convoquée par le président Bongo pour pratiquement ratifier le projet du RSDG. Le rassemblement, un rassemblement qu'il avait concocté avec le père Mabé Solo, qui devait être une sorte de laboratoire de la démocratie, en attendant que l'expérience mûrisse et qu'on arrive au multipartisme 5 ans, 10 ans plus tard. Mais le FUAPO a déjoué justement le piège et a exigé au cours de la conférence nationale le multipartisme immédiat. Il faut le reconnaître. C'est une œuvre de l'opposition gabonaise de l'époque. Je voudrais rendre hommage ici à Meta Gonjo et à plusieurs de ses pairs qui, à cette époque, ont exigé le multipartisme immédiat, qui a amené le président Bongo finalement à se rendre compte à la conférence nationale que personne n'était prêt à adopter le projet du RSDG. Donc je crois quand même que c'est quand même important pour l'histoire de notre pays, pour les générations montantes, pour les universitaires qui nous écoutent. C'est quand même important de pouvoir le signaler que la question du FUAPO n'a jamais été un intérêt électoral, mais c'était la forte demande, la forte attente. Ok, maintenant vous avez refait l'histoire, mais le présent. Bien, maintenant en ce qui concerne le présent, les coalitions qui se forment, et je suis au regret de le constater parce que mon contradicteur n'a relevé que les coalitions au niveau de l'opposition gabonaise, mais les coalitions qui se forment, il y a eu d'abord au niveau de la majorité actuelle la Nouvelle Alliance, avec laquelle le président Bongo va aux élections en 1993. Mais il faut d'abord le souligner. Et après la Nouvelle Alliance, il y a eu toujours une alliance de la majorité présidentielle autour du président élu, dans des conditions parfois contestables. Parce que toutes les victoires qu'il vient de citer, tous les trophées qu'il vient de citer, il feint d'ignorer qu'il y a eu les accords de Paris, que l'élection présidentielle de 1993 avait été fortement contestée.
Et que nous savons très bien que même le président Bongo, un peu plus tard, avait reconnu que le peuple Mbamesolo avait gagné l'élection de 1993. Qu'il a fallu justement les accords de Paris pour assainir le pays. Monsieur Janté, c'est pas gentil je pense que vous preniez de tels raccourcis. Venir dire ici, vous prenez des raccourcis, sur ce plateau de télévision, ces raccourcis n'aident pas les téléspectateurs à apprécier. On ne s'entend pas. Je voudrais simplement... On ne s'entend pas, s'il vous plaît. Oui, monsieur Koulou. Je note, et cette émission risque d'être peut-être un peu heurtée, parce que M. Dargentieux prend des raccourcis rapides. Et ce type de raccourcis, justement, contribue à faire en sorte que la population, les Gabonais, les citoyens, qui ont du mal à lire la démarche politique et celle des coalitions politiques de l'opposition, se perdent davantage. Parce que le problème n'est pas dans la majorité. La majorité a toujours eu un chef. Que ce soit Somar Bongo, les batailles ont naturellement été remportées par cette majorité. Le problème de fond, c'est celui des coalitions de l'opposition. Et quand vous parlez du FIAPO, je regrette. La conférence nationale n'est pas une victoire, n'est pas un résultat des coalitions politiques de l'opposition. Il se peut, et on peut peut-être vous l'accorder, qu'après la conférence nationale, un certain nombre de structures de partis politiques se sont mis ensemble. Mais le plus important qui suit, ça a été la CODE. Attendez, non, je viens pour vous montrer l'historique des échecs. Oui, mais je commence par vous faire... Non, il est important que... Oui, non. Pour constater que le président Bongo propose de RSDG. Oui, non, mais... Et que malheureusement, c'est un fait historique qui se repose sur quelques acteurs politiques. Ne le mettez pas sur le fait des coalitions politiques. C'est le fait de quelques acteurs politiques. Ils n'étaient pas nombreux, mais la plus importante, la construction politique, en termes de coalition, au niveau de l'opposition, la plus importante, ça a été la CODE, qui je crois qu'il voulait dire la coordination de l'opposition démocratique. Nous ne sommes pas obligés de nous opposer et d'avoir des lectures partisanes sur l'histoire du Gabon. Non, ce n'est pas une lecture partisane. Nous ne sommes pas obligés de diverger sur l'histoire politique du Gabon. S'il vous plaît, attention. Donnez-moi une minute. Malheureusement, vous voulez faire un débat politique sur tout, même sur les questions qui concernent l'histoire du Gabon. Donnez-moi une minute. Monsieur Kombila. Les téléspectateurs. Monsieur Koulou. Oui, donnez-moi une minute. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, je vous juste une minute pour le temps de terminer. Merci. Ce que je note, c'est que la CODE a donné quoi? Un échec. Après la CODE, ça a été le ACR. Vous vous rappelez ce fameux gouvernement que Mbabos avait conçu. Ça a été un échec. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Plus rien, comme on dit, silence radio. Et il a fallu attendre que le chef de l'État de l'époque, Omar Bongo... Quelle est l'importance du débat? Oui, quelle est l'importance du débat que vous menez? Quelle est l'importance du débat que vous menez? Oui, aujourd'hui, c'est dont il est question. Je crois qu'il est quand même important aujourd'hui d'analyser comment les coalitions se créent et comment elles se défendent. Vous faites un inventaire ou un état de lieu de l'opposition que je ne comprends pas dans ce débat. Ou vous refusez de... Il ne s'agit pas que vous le compreniez. Il faut l'admettre. C'est-à-dire, moi je le dis, et je reste sur cette tendance en disant que toutes les coalitions politiques créées par des partis de l'opposition n'ont absolument pas permis ni l'avancée démocratique dans notre pays et encore moins d'avoir on va sortir de cette question. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Koulou, s'il vous plaît, on va avancer. Monsieur Kombila. Monsieur Kombila. Que l'opposition n'a pas permis de Monsieur Kombila, s'il vous plaît, on va avancer, on va peut-être sortir un peu de l'histoire, revenir à la situation actuelle. Est-ce que vous avez, vous, Monsieur Koulou, l'impression que les différentes coalitions politiques existantes au Gabon sont cernables? Est-ce qu'on peut les identifier véritablement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain flou tout autour? Mais non seulement, vous faites bien de signaler la nature de ces coalitions. Elles sont problématiques. Parce que pour que les gens se mettent ensemble, il faut un objectif commun. Or, malheureusement, et je vais en venir, parce que j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention, comment est-ce que M. Dargentieux a présenté sa structure politique. Quand il la présente, il est derrière aujourd'hui un homme politique qui, il y a quelques années, était, comme lui aussi également, membre de la majorité présidentielle, et qui s'engage sur une nouvelle voie, avec certainement une nouvelle offre politique. Le plus important, et il a bien fait d'esquiver la question quand vous la lui avez posée, à savoir, est-ce que son offre politique a été intégrée dans la réflexion de celui qu'il soutient? Ah non, il n'a pas répondu. Donc, la question... Oui, s'il vous plaît. Oui, non, vous avez... Non. D'accord. S'il vous plaît. Faites la différence. Monsieur Kombila. Oui, monsieur Kombila. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Monsieur Kombila. Monsieur Ping, le programme de combien de gouvernement? Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Vous savez, vous avez raison. Vous avez raison de vouloir à chaque fois étouffer et empêcher que les vides que vous aurez normalement pu à la fois montrer comme étant une démarche que vous essayez d'obtenir et d'avoir ne puissent pas être relevés. Mais dans le fond,
les mêmes problèmes, comme on le dit, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous avez un projet commun de gouvernement, moi je suis tenté de vous poser une question beaucoup plus simple. Non, ici les questions, c'est moi qui les pose. Non, parce que c'est important. Permettez que je vous retire la parole, monsieur Koulou. Donc je vais les questions ici, c'est moi qui les... Je formule de façon brièvement. Ce que je note, et pour rester dans la question que vous m'avez posée... Oui, non. Je crois que la dame a raison, celle qui nous sommes invités sur ce plateau pour répondre à ces questions, évidemment. Il va de soi que ces questions peuvent être le prolongement ou la contradiction de ce que vous avez dit. Mais ce que je note, madame, c'est que les coalitions politiques, quand elles se créent, généralement, c'est autour d'une personne qui va être candidat à l'élection présidentielle. Malheureusement, et je reste sur cette approche, malheureusement, il n'y a aucun lien entre tous ceux qui viennent soutenir... Y compris dans les coalitions de la majorité. Je vais dire pourquoi. Entre tout ça, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a quoi dans ces coalitions? Il y a des partis politiques. Il y a des personnes intitulées personnelles. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Pascal Nkoulou, je soutiens M. Ping, donc ils disent groupe Nkoulou. Je soutiens M. Zouba, c'est groupe Nkoulou. Or, est-ce que vous ne voyez pas l'ambiguïté qu'il y a entre un parti politique et un individu sur la base d'un accord politique? Or, un parti politique, ça supposerait quoi? Ça supposerait un engagement sur une base idéologique, ça supposerait une organisation, ça supposerait même une reconnaissance légale de la part de l'État. Et en plus, il y a des associations. Ça fait partie et du flou dont je parlais. On ajoute les syndicats. Donc, ce type de bouillon, qui est un mélange un peu de tout, ne donne absolument rien. Monsieur Kombila, ça fait partie du flou qui tourne un peu autour des coalitions politiques actuelles. Pas forcément de l'opposition ou de la majorité, mais reconnaissez quand même qu'elles sont multiples, beaucoup plus du côté de l'opposition. Pas du tout. Nous venons d'assister à la création d'une fameuse dynamique plurielle. Elle repose sur quoi, madame? Il existe une majorité présidentielle au Gabon autour du programme de société d'Ali Bongo Ondimba, le fameux PSG. Mais on vient d'assister à la création d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Dynamique, Dynamique plurielle, autour de M. Biogemba. Donc c'est une structure qui se superpose à l'existence d'une majorité présidentielle existante et légale. Oui, mais en politique... Alors, vous comprenez donc que le flou dont il parle, mais la fameuse dynamique plurielle, quel est le fond? Là-dedans, on retrouve les syndicats, ce qui n'est pas normal, parce que les syndicats, c'est un contre-pouvoir dans toutes les démocraties. On retrouve les partis politiques, on retrouve les associations, mais le fameux panier à crabe, vraiment, pour donner l'exemple le plus parfait et le plus concret même de ce foutoir, c'est la fameuse dynamique plurielle qui vient d'être mise en place. Mais M. Biogemba est membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, ministre de la République gabonaise. Il y a une majorité qui existe. Il aurait dû renforcer cette majorité et faire en sorte qu'elle triomphe demain. Pourquoi créer une dynamique plurielle alors qu'il existe une majorité présidentielle? Alors, si vous voulez regarder l'œil, la paille qui se trouve sur l'œil du voisin, commencez d'abord, M. Koulou, par regarder d'abord la paille qui se trouve dans votre propre œil. Je commence par vous dire que l'œil qui voit ne se voit pas. Vous savez ça? L'œil qui voit ne se voit pas. C'est ça peut-être... Votre fameuse dynamique plurielle repose sur quoi? Vous avez déjà une majorité présidentielle. Monsieur Kombila, vous créez une autre superstructure. Monsieur d'Argendieu, vous voulez parler de dynamique plurielle? Monsieur Kombila, s'il vous plaît, Monsieur Kombila, nous avons compris. Vous n'avez pas besoin de hurler pour cela. Il suffit de quelques minutes de patience et vous verrez qu'à votre niveau, il n'y aura plus de flux du tout. Le corps central de l'actif politique du président de la République reste le Parti démocratique gabonais. À ce que je sache, cette formation politique est la formation majoritaire sur le plan national. Et elle ne sait pas du tout s'aborder. Il est tout à fait normal et évident que des personnalités politiques... On peut aller de création de coalition en coalition, s'il vous plaît, et vous faites... Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Il est tout à fait normal, je dis, que des personnalités politiques, au fait de leur notoriété, pensent pouvoir constituer un plus embrassant au-delà du Parti démocratique gabonais. Quand il s'agit de l'opposition, c'est normal. Et quand il s'agit de l'opposition, c'est pas normal. Si vous me laissez terminer, je vous montre la cohérence qu'il y a avec cette démarche. Il n'y a pas de cohérence du tout. En plus, vous critiquez l'opposition en disant que nous avons des coalitions que nous mettons en place, alors que je viens de vous démontrer que des coalitions se mettent en marge même de la création de la majorité présidentielle. Non. En plus, la cohérence tient d'où? Il y a aucune cohérence. Si, monsieur Kombila, souffrez s'il vous plaît. Souffrez une minute. La cohérence tient de ce que le président de la République, son œuvre politique est établie.
Et ceux qui y adhèrent viennent la gouber. Elle n'est pas soumise à discussion. Et alors que quand vous connaissez une coalition dans l'opposition, c'est autant de volonté politique éparse qui essaie de se rassembler. Mais sur la base, je veux pratiquement le dire, sur la base de rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment la structure, je dis comme ça, fait un peu de mercenaires autour de celui que vous soutenez actuellement. Bon, vous voyez qu'il est difficile d'avoir un général de troupes. Parce que c'est cela la difficulté. Aujourd'hui, au PDG, dans la majorité présidentielle, il n'y a aucun problème. Le général des troupes, c'est le chef de l'État. Et ensuite, il y a la formation majoritaire, se trouve être le Parti démocratique gabonais. Et puis, il y a toutes les autres formations politiques qui obéissent à un corps bien précis. Alors qu'aujourd'hui, faites-moi la démonstration qu'autour de la personnalité que vous soutenez, vous qui êtes président de parti, quelle est, sur le plan hiérarchique en termes de respect, quelle est votre place au sein de ce conglomérat de formation politique? Chacun recherche un peu ça. D'accord, ok. Et c'est ce désordre qui empêche la cohésion, l'harmonie, à laquelle vous ne pouvez jamais aboutir. Moi, je voudrais revenir un peu sur les objectifs, les visées d'une coalition qui se met sur pied. Est-ce que vous, votre parti, épousez, ou alors vous avez l'impression que les visées, les objectifs que vous êtes fixés en créant l'Union nationale des forgerons est le même que vise cette coalition Jean-Ping 2016? Une question très intelligente et je dirais même intelligible. Je voudrais répondre, mais vraiment avec toute la franchise nécessaire, pour dire qu'il y a un projet de société de M. Jean-Ping. Ce projet de société est suffisamment connu puisqu'il a décliné à la presse il n'y a pas longtemps. Le Gabon à l'abri du besoin, le Gabon à l'abri de la peur. Ce n'est pas le projet de l'Union nationale des forgerons. C'est le projet de société du candidat Jean-Ping. Mais au-delà de ce projet de société, de cette vision qu'il a pour le Gabon, nous avons mis en place une réflexion politique. Parce que le projet de société ne suffit pas pour gouverner un pays. Il faut un programme de gouvernement. Parce que le programme de gouvernement est sectoriel, il est précis. Alors que le projet de société, c'est une vision globale de la société. Non, mais est-ce que cette vision épouse la vôtre, celle qui était la vôtre quand vous créiez l'Union nationale des forgerons? Bien sûr, qu'en mettant en place le programme commun de gouvernement, l'Union nationale des forgerons se retrouve parfaitement dans le programme, puisque nous y avons participé à la rédaction de ce programme de gouvernement. Mais le projet de société de M. Ping n'est pas en contradiction avec le projet commun de gouvernement. Ou bien au contraire, nous avons regardé là-dedans ce qui correspondait à nos attentes et nous y avons mis ce que nous pensons être bien pour le Gabon dans le projet commun de gouvernement. Et je ne pense pas que nous ayons fait une œuvre historique dans la mesure où en 1981, M. Pascal Koulou le sait, le président Mitterrand, avec l'ensemble de la gauche, a mis en place un programme de commun de la gauche pour gagner les élections présidentielles de 1981. C'était sur la base d'un programme commun de gouvernement. Et rappelez-vous que le premier gouvernement de François Mitterrand, il y avait des écologistes, il y avait des communistes qui avaient pris part à l'élaboration de ce projet commun de gouvernement. C'est exactement la même chose que nous venons de faire avec M. Jean-Ping. D'accord, mais ce qu'on sait également de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de trahison, on va mettre ça entre guillemets, à la fin, lorsque ces coalitions réussissent à passer, ou alors le candidat porté par ces coalitions réussisse à passer, les accords ne sont pas forcément respectés. Vous ne craignez pas que ce soit le cas avec... Monsieur Jean-Ping est une personnalité sérieuse. Ce qui s'est passé en 2009 avec M. Ali Bongo, qui s'est appuyé sur un certain nombre de structures et de personnalités pour accéder au pouvoir, pour les ignorer après, ou bien pour les mépriser par la suite, je ne crois pas que M. Ping, qui est une personnalité sérieuse, peut s'aventurer à avoir un tel comportement. C'est un monsieur qui a été éduqué au Gabon, dans le cadre de la culture gabonaise, et qui sait ce que c'est le sens de la parole donnée. S'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est le sens de la parole donnée, parce qu'ils n'ont certainement pas la culture bantou pour comprendre justement le caractère sacré de la parole, je ne pense pas que ce serait le cas de M. Jean-Ping, qui est une personnalité sérieuse, qui a été éduqué, né à Omboué, dans la culture gabonaise. Alors, je reste convaincu qu'il sait, lui, ce que c'est le sens de la parole donnée dans le cadre de nos rites et traditions. D'accord, on reviendra. Pardon, permettez que je pose une dernière question. Oui, vous relèverez le fait. Oui, mais rapidement, parce que juste l'oublier, c'est important. Vous savez, M. D'Argentieux se lance dans la spéculation.
aux propositions, aux idées précises, il fait comme en bourse, il spécule. Il pique un peu d'ici, un peu de là, et puis après, il va habiller tout ça. Non, monsieur d'Argentieux, la question qui vous a été posée était précise. Vous aviez, vous, en tant que formation politique, un projet de gouvernement. Tout à fait. Vous deviez l'avoir. Vous aviez un projet de société. Ces deux éléments permettent de donner à votre parti politique la lisibilité. Monsieur Ping n'a pas de parti politique. Il a une idée de ce qu'il veut faire du Gabon quand il sera président. C'est cette idée qu'il essaie de vendre. Maintenant, dans votre alliance à vous, dans l'alliance qu'il y a avec toutes les autres personnalités, la difficulté reste de mise parce qu'il la passe avec vous, il la passe avec autant de personnes, à la différence de M. Mitterrand. À la différence de M. Mitterrand. M. Mitterrand avait un parti politique, il avait des élus. Les communistes qui le soutenaient avaient un parti politique, ils avaient des élus. Et c'était pratiquement même, en termes d'importance, une force politique qui comptait dans l'échiquier politique français. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de forces politiques, de regroupements, on va dire comme ça, étiolés, qui est autour de M. Jean Ping, ou des personnels politiques particulier ou hasardeux qu'il y a autour de lui. Et ensuite, lorsqu'il accède au pouvoir, ils appliquent un pouvoir de la gauche. Donc, il y a une idéologie qui est fixe. Et donc, tous les Français se repèrent. Or qu'aujourd'hui, quand vous dites que M. Ping va respecter la parole, il ne s'agit pas de sa parole. Il s'agit de faire la démonstration de son orientation politique. Sa parole, elle vaut ce qu'elle vaut. Et ensuite, pour rester dans ce que Mitterrand disait, vous savez ce qu'il disait par rapport aux paroles et aux promesses faites en politique ? Qu'elle engage ceux qui y croient. Donc, à la limite, je peux vous dire, ce que M. Ping fait, il joue au chat et à la souris avec vous. Et attention, moi je le dis pour vous, parce qu'à un moment donné, vous vous retrouverez complètement Monsieur Koulou, s'il vous plaît, on ne va pas faire le procès. On ne va pas faire le procès de M. Jean Ping. Je ne fais que l'avertir lui, qu'il s'assure que son alliance est du solide. Si c'est la parole donnée, les militants de l'Union des forgerons vous en voudront. D'accord. Alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, on observe quand même permettez l'expression, un vagabondage politique de certaines personnalités, de certaines personnes de la classe politique gabonaise, notamment ceux que vous soutenez aujourd'hui et d'ailleurs de l'autre côté également. Quelle crédibilité vous pensez que ces sortes de coalitions pourraient avoir, de personnes qui vivotent de parti en parti, de coalition en coalition? Est-ce que vous avez foi en ce genre de regroupement? C'est la nature de la politique qui est comme ça. C'est la nature de la politique. Non. Je disais c'est vous qui jouez à saute-mouton, ce n'est pas la politique. La politique, c'est être fidèle dans ses convictions et droit dans ses votes. Non, monsieur d'Argentieux, moi je fais la politique. Si vous le dites, ce n'est pas bien. Moi je ne suis pas comme ça. Vous permettez au moins que j'exprime. Je réagis au nom de tous les autres hommes politiques. La question m'a été posée. C'est pas du saute-mouton. La question m'a été posée. Vous êtes comme ça, ce n'est pas la nature politique. La question m'a été posée. Monsieur Koulou. On est droit dans ses bottes et on garde ça. S'il vous plaît, monsieur Koulou. Le saute-mouton, c'est vous, c'est pas la politique. Monsieur Koulou, s'il vous plaît, permettez qu'il s'exprime, je vous donnerai la parole. Merci. C'est lui qui assume ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui, monsieur Dibongo au pouvoir, je le soutiendrai. Si par extraordinaire, ce qui n'arrivera jamais, il était dans l'opposition, ma démarche sera la même. C'est vous que la question a été posée. Répondre de façon globale. Alors, je voudrais répondre. Merci. Je voudrais répondre pour dire que j'ai connu le BDP quand j'étais étudiant en France. Le BDP dans lequel d'ailleurs M. Koulou un autre raccourci a évolué. Un autre raccourci. M. Koulou, permettez s'il vous plaît. Je me suis rendu compte qu'il y a une évolution de sa propre démarche, pas de sa pensée, de sa propre démarche. Monsieur Kambila, alors, Monsieur Kambila, permettez. Vous soufflez que je rappelle à ce monsieur. Non. Monsieur Kambila, je refuse. Et qu'aujourd'hui, il défend une majorité politique. Monsieur Kambila, je refuse que ce soit un débat de Monsieur Koulou à Monsieur Kambila. Non, répondez à ma question, s'il vous plaît. C'est quand même important de le prendre à témoin. Je préfère que vous répondiez à ma question. Il était dans l'opposition hier, aujourd'hui il défend un pouvoir, donc il a changé de paradigme. Maintenant. C'est important quand même de le lui dire. La réponse à la question. question. Alors maintenant, la réponse à ma question. Oui. J'ai toujours tendance à dire... À la mienne, à ma question. Oui, tout à fait. J'ai toujours tendance à répéter pour dire, mais attention, attention. Monsieur Macky Sall, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, membre du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Démission de son parti originel, se retrouve candidat à l'élection présidentielle. Les Sénégalais l'ont suivi, l'ont apprécié et l'ont crédité d'un vote favorable. Il devient président de la République du Sénégal, après avoir démissionné du PDS et créé son propre parti politique. Laissez les peuples juger les démarches des acteurs politiques. Ce n'est pas à nous de faire des procès aux acteurs politiques, c'est au peuple de décider
de dire la démarche d'un tel, je l'approuve. Je peux vous prendre comme ça d'immenses exemples. Au Bénin, M. Talon, qui vient d'être élu président de la République du Bénin, a d'abord été, je dirais même pratiquement le porte-parole de la campagne de Yahi Boni, avec qui il a brouillé. Il a fait l'exil en France, il revient comme candidat à l'élection présidentielle de la gagne. Contre justement la majorité politique qu'il avait conduit et porté au pouvoir. On peut comme ça multiplier des exemples pour dire les questions politiques ou les démarches politiques ne sont pas figées. La lecture politique, elle est instituée, elle se fait de façon institut personnalisée, c'est-à-dire moi, Thierry Dargendieu, je décide de lire, j'ai une grille de lecture et je dis je ne soutiens pas ou je soutiens. Donc ne confinez pas les gens à penser que parce que nous avons soutenu le président de la République actuelle et que nous sommes condamnés, personne n'est condamné à le soutenir. D'accord. Quitte à mourir. Mais non. D'accord. Personne n'est condamné. Nous apprécions une trajectoire et nous sommes obligés à un moment donné de décider de dire non. Or, la question qui se pose telle qu'elle se pose au Gabon, c'est de dire que les trahisons, ce sont les personnes qui aujourd'hui refusent de soutenir M. Ali Bongo. C'est ce que nous entendons. Mais moi, je n'ai trahi personne. Je dirais même à la limite que c'est lui qui a trahi le Gabon et que c'est lui qui m'a trahi. Permettez que je reprécise ma question. Alors, en parlant de trahison, je ne parlais pas de vous trahir celui que vous soutenez aujourd'hui, puisque c'est vous qui êtes là. Imaginez, par une hypothèse, Jean Ping accède à ce pouvoir tant convoité et il ne respecte peut-être pas les accords passés avec vous. Est-ce que vous allez rester quand même ou vous allez réagir comme vous l'avez fait en 2013? Vous allez claquer la porte, peut-être parce que vous êtes libre, comme vous dites, de choisir, d'aller et de venir? Notre véritable parti, c'est le Gabon. Nous ne permettrons à personne, et je dis bien à personne, de trahir la lutte du peuple gabonais. Et mon ami Richard Molomba a eu les mots durs pour le dire à Jean Ping lors de son ralliement à sa candidature en disant « Nous sommes avec vous aujourd'hui. Mais sachez très bien que si vous trahissez la cause pour laquelle nous nous sommes battus, vous allez nous retrouver comme les véritables opposants à votre régime. » Je suis exactement sur la même trajectoire. Mais ça dépend de quelle cause, en fait. On parle de quelle cause? La cause du peuple gabonais se trouve dans le programme que nous avons mis en place. À savoir que la situation est catastrophique du point de vue de l'éducation du Gabon, des enfants de ce pays, où aucune école n'a été construite en 7 ans. Nous lui demandons de construire les écoles. Aucune case de santé n'a été conçue dans aucun village du Gabon. Aucun médicament n'est parvenu dans aucun village du Gabon sur les 7 dernières années. Nous lui demandons de redresser le tort qui a été fait au peuple gabonais. S'il ne le fait pas, nous prendrons le micro et nous le dénoncerons demain. Donc, est-ce que ça ne remettrait pas en question les critères de choix d'appartenance à une coalition, à une autre? C'est-à-dire, si vous êtes en train de dire s'il ne le fait pas, donc ça inclut déjà le doute, est-ce que ça ne remet pas en cause les critères de choix d'appartenance à une coalition? Bon, ensuite, je vois que M. Dargendieu dit d'une chose, mais dans son explication, on peut effectivement voir qu'il s'agit d'autres arrangements. Parce que non seulement il vient de l'illustrer lui-même, qu'il n'a pas l'impression que ce sur quoi il se repose pour soutenir un candidat est constitué d'éléments véritables, donc solides, sur lesquels il peut s'appuyer. Mais en plus, par-dessus tout, vous voyez, M. Dargendieu reste sur le fait personnel. Il dit, nous nous retournons contre lui. Et aujourd'hui, la question qui peut être posée à ces coalitions, à ces partis politiques qui se retrouvent dans les coalitions, donc à ces coalitions de l'opposition, de façon générale, c'est quel est leur élément de départ? La fin, on la connaît, c'est partager le gâteau. Mais l'élément de départ, c'est quoi? Programme commun de gouvernement. Monsieur Dargendieu, je vous ai écouté sur le programme commun de gouvernement. Oui, non, justement, ce programme commun de gouvernement. Que vous avez une mémoire sélective, il est quand même important que je vous le rappelle. C'est comme extraordinaire comme vous êtes chatouilleux. Écoutez, il faut que je puisse au moins aussi m'exprimer un peu. Vous n'avez pas 1 heure à vous tout seul? Si votre mémoire défaillit, comme nous sommes des amis, de temps en temps, il faudrait quand même que je vous rappelle les éléments sur lesquels je me base pour soutenir un candidat. Que nous soyons amis, parce qu'au moins sur cette base-là, on a quelque chose en commun. Ce que je disais, M. Dargendieu, c'est que les alliances, au départ, vous savez, vous êtes marié. Quand vous prenez une femme, vous avez des raisons de l'épouser. Vous vous entendez, vous définissez comment votre maison sera. À la limite, il y en a qui vont jusqu'au nombre d'enfants. Et ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un couple. Or, aujourd'hui, vous êtes allié avec quelqu'un qui a plusieurs partenaires.
La difficulté, c'est en termes de poids de chaque partenaire. Et c'est là, comme même la dame disait, qu'il y a un problème d'harmonie et un problème d'unicité. Parce que qu'est-ce qui va se passer au finish? Je vois bien, puisque tout le monde s'accroche au programme commun de gouvernement, dites les choses comme il faut pour que les gens comprennent. Il s'agit de la redistribution de tout ce qu'il y a comme portefeuille. Et le programme commun de gouvernement n'a rien à voir avec la distribution. Attendez, vous justifiez. C'est un programme sectoriel. Je vous ai compris. Sur le développement du pays qui n'a rien à voir avec le partage par des hommes, s'il vous plaît. Et c'est dommage. Le programme sectoriel ne s'exécute pas tout seul. Il s'exécute avec des hommes. Nous parlons de programme commun de gouvernement. Qui dit programme commun de gouvernement dit gouvernement. C'est lié. Et je reviens simplement à ce que Maître Louis Gaston Maïla avait dit. Par moment, il lui arrive d'avoir... Vous essayez de dire qu'il pourrait avoir plus d'intéressés que de portefeuille? Lorsqu'il a été pompeux, je dis comme ça, mis dehors de l'UEFA, je crois, il avait posé la question de savoir, nous mettons en coalition. Et commençons déjà par faire l'inventaire de chaque force politique pour savoir qui à thème pourrait être à même de revendiquer quoi. Et ça lui a dit non. Comment? Tuons d'abord la bête et ensuite on décidera dit non. Moi je veux savoir la part qui me reviendra avant que je ne me mette en chasse avec vous. Donc aujourd'hui, c'est exactement la même image que vous renvoyez. L'image d'une meute qui se met en chasse pourvu et pour peu que chacun court plus vite que l'autre. Donc ça, c'est exactement le scénario que toutes les coalitions politiques de l'opposition produisent et les égos qu'il y a entre les responsables politiques. Parce que vous, je vous connais, vous connaissez aujourd'hui tous les autres leaders qui sont avec vous dans cette formation politique. C'est le jeu de je te tiens, tu me tiens, le premier qui va le taper. Il n'y a pas de confiance entre vous, il y a simplement cette volonté... C'est vous qui le dites. Pardon, comment vous expliquez pas avec nous? Nous sommes au mois de juin. Vous jugez une coalition à laquelle vous n'appartenez pas. Je vous donne une illustration. Nous sommes au mois de juin. On regarde la démarche. Nous sommes au mois de juin. Connaissez-vous le nombre de coalitions politiques que l'opposition crée de janvier à maintenant? Et connaissez-vous le nombre de démissions qu'il y a au Parti démocratique gabonais aujourd'hui? Donc vous comprenez bien que le fait est réel. De janvier à juin, connaissez-vous en 6 mois, le nombre de députés qui vont démissionner bientôt du Parti démocratique gabonais? Vous avez une boule de cristal? Nous parlons des faits réels. Moi, je dis en 6 mois, il y a eu un peu plus de 4 coalitions. Il y a une question de confiance qui se pose, c'est beaucoup plus du côté d'Ali Bongo. Pourquoi vous aimez la diversion? C'est beaucoup plus de la majorité d'Ali Bongo qui a des démissions en permanence. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Moi, je vous parle. Il y a un problème de prise de confiance. Un fait réel. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Monsieur Koulou, venez-en en fait. Juin, il y a eu plus de 4 créations de coalitions politiques de l'opposition avec les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs qui créent... Monsieur Kombila, l'héritage de modernité, l'héritage c'est le flux de poids d'une crise de confiance dans vos rangs. Attendez, monsieur Kombila, quelques personnes isolées qui quittent. Ce ne sont pas des personnes isolées, ce sont des élus du peuple gabonais, monsieur. Je veux bien, mais je vous pose la question. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça à des gens qui sont élus de la nation gabonaise. Je parle en termes de représentativité majoritaire. Retirez ça. Je ne peux pas vous permettre de le faire. Le fait majoritaire est établi. Vous dites des personnes isolées, des élus de la nation gabonaise. Vous croyez que 11 députés sur 114, ça représente un fait extraordinaire? Ce n'est pas 11 personnes sur 114 en termes de proportion. Ce n'est pas du tout pour vous. Mais écoutez, la preuve c'est que cette Assemblée nationale... Lorsque les députés qui appartiennent à un parti démissionnent, vous estimez que c'est rien du tout. Mais ils ont démissionné. Même s'ils étaient 2 à démissionner. Ils ont démissionné. Vous estimez que c'est rien du tout. Et vous pensez même que ça... Même s'ils étaient 3. Monsieur Kombila, nous sommes 3. On va rester... Ça encore, c'est un élément annexe. 11 personnes qui démissionnent sur 114. Vous faites le ratio. Je vous fais suffisamment assis pour dire que cela ne représente général du Parti démocratique gabonais. Vous allez voir le nombre de démissions enregistrées par le secrétaire général Boukoubi. Monsieur Kombila. Qu'il vous donne le nombre qu'il enregistre chaque jour. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Le membre du comité central du Conseil national. C'est ça qui justifie l'actif des coalitions de l'opposition. Non. En d'autres termes. La crise de confiance, c'est ça qui justifie la crise de confiance dans vos rangs. Déduisons donc que, premièrement... La crise de confiance est extrêmement grave. Lorsque le président de l'Assemblée nationale démissionne, vous considérez que c'est une personne marginale. Mais dans un système démocratique. Je vous prends une image. Monsieur Koulou, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. C'est quand même juste une minute extraordinaire. Je vous prends une image. Monsieur, s'il vous plaît. Quand le président de l'Assemblée nationale d'un pays démissionne, conteste le régime. Monsieur Kombila, écoutez, je vous prends une image. S'il vous plaît. Je vous prends une image. Non, un président de l'Assemblée nationale n'est pas le fait d'un vote national. Il est le fait d'un choix au parti. C'est une personnalité de premier plan. Non, non. Au plan institutionnel. Sur le plan administratif, la troisième personnalité de l'État. Oui, mais c'est un fait. Ce qui démontre effectivement. C'est pas un fait national. C'est pas un fait national. C'est le choix dans un groupe politique. C'est le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Il est élu par tous les Gabonais. Qui démissionne? Il est élu par tous les Gabonais. Il démissionne avec un certain nombre de députés. Est-ce qu'il est élu par tous les Gabonais? Répondez. Est-ce qu'il est élu par tous les Gabonais? Nous sommes dans un système. Il est élu par 300 personnes. Système représentatif.
représentatif. Son siège électoral, c'est 300 personnes. Vous le savez, donc nous sommes dans un système représentatif. Monsieur Koulou, Monsieur Kombila, vous en avez fait un président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kombila, s'il vous plaît. Vous en avez fait un président de l'Assemblée nationale, c'est député élu par 300 personnes. Vous en avez fait quand même le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kombila. Et vous avez comme ça le... D'Argentieux Kombila, s'il vous plaît. Monsieur Nkoulou, s'il vous plaît. Je vous prie, monsieur, je vous en prie. Je vous prie de rester courtois. Nous allons revenir dans le débat. On ne va pas s'énerver. Dépassionnons le débat, comme on a coutume de dire. Pour en revenir à ces coalitions, je voudrais savoir si demain, comme vous le disiez, le candidat de votre coalition, de celle que vous soutenez, en vient à ne pas respecter les accords ou à ne pas respecter le programme de gouvernance que vous avez mis sur pied, vous partirez. C'est ce que vous avez dit. Mais quelle image cela renvoie? Est-ce que ce n'est pas de matière à fragiliser l'avenir des coalitions politiques au Gabon? S'il faut partir, et pour peu qu'il y ait un désaccord, partir, revenir, est-ce que ça ne fragilise pas un peu? J'appartiens à la génération morale de ce pays et j'ai le devoir de me constituer en sentinelle de la démocratie, en sentinelle des intérêts du peuple gabonais. Et je reste convaincu que la ligne directrice qui vaille pour les gens de ma génération, c'est l'intérêt national qui compte. Ce n'est pas l'intérêt de l'individu, futur Jean Ping ou quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis, mais de la manière la plus claire possible. Nous sommes en alliance. C'est parce que nous nous sommes compris. Et si nous nous sommes compris, ça veut dire que nous nous sommes entendus pour faire quelque chose ensemble pour le Gabon. Et demain, si M. Jean Ping répète ce qui s'est passé de 2009 à aujourd'hui, vous connaissez l'acte fondateur du régime de l'émergence qui m'a rendu pratiquement fou. S'il vous plaît, revenez. Justement, j'en reviens. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, madame. Mais il faut qu'on vous le dise. Les effets que cela produira, c'est que vous partirez encore. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Si M. Jean Ping, je vous donne un exemple. Oui. Au lieu de construire les logements, vous êtes en train de... Au lieu de construire les écoles, au lieu de donner des médicaments au peuple gabonais qui souffre de martyrs, ça permet de prendre 65 milliards et aller payer un hôtel à Paris, prétendument pour loger des Gabonais qui sont de passage. Que ferez-vous? Je prendrai la parole et je le dénoncerai. Et pourquoi vous n'avez pas fait cela à cette époque? Puisque on sait lire entre les lignes, vous êtes en train d'indexer Ali Bongo. Vous avez quand même attendu entre 2009 et 2013. Peut-être je vais me tourner vers vous, Monsieur Nkoulou. C'est à moi que vous posez la question. Non, ce n'est pas votre attitude à vous seul, c'est l'attitude de beaucoup d'hommes politiques. On constate quand même des longs silences avant les réactions et les réactions qui approchent toujours des échéances électorales. Est-ce que cela aurait une signification pour ces coalitions-là? Mais non, la dénonciation de 65 milliards qu'on prend dans les caisses du Trésor pour aller payer un hôtel parisien. Si vous lisez l'ensemble de la presse nationale, il y a eu une contestation généralisée sur cette question. La contestation est généralisée, mais on n'a pas vu la contestation de M. Dargentieux. 65 milliards pour payer un hôtel à Paris pour un pays. Monsieur Dargentieux, s'il vous plaît. Ce n'est pas ici que vous allez faire cette contestation. Il y a beaucoup d'années de cela. Donc, oui, monsieur. Monsieur Dargentieux a évidemment toutes les difficultés du monde à expliquer le bien fondé de la coalition à laquelle il appartient. À chaque fois, il est obligé de... Lui-même, il a dit, il fait du saute-mouton. Donc, à chaque fois, il est obligé de revenir sur quelques mailles isolées de la gouvernance de M. Ali Bongo Ondimba, qui est d'ailleurs une gouvernance à féliciter parce qu'aujourd'hui, tout le monde le dit. Moi, je veux juste dire en quelques mots, vous savez, quand on voudra discuter de la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba, on fera des stats entre ce qu'il y avait avant 2009 et ce qui s'est fait de 2009 à 2016. On fera des stats. À ce moment-là, on discutera. On verra en termes de statistiques ce qui s'est passé, ce qui a été détérioré, ce que les Gabonais ont perdu. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes agent public, vous êtes homme politique. Je crois qu'à ce niveau, on aura des conclusions beaucoup plus évidentes. Mais ce que je veux dire par rapport à la question que Mme Blanche pose, c'est une question fondamentale, madame. Vous savez, aujourd'hui, et lui, il le dit bien, il appartient à la génération qui, comment nous faisons le vœu de servir la nation. C'est important. Or, servir la nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des convictions politiques. Je crois que je me suis engagé pour un idéal. Cet idéal me renvoie à des obligations à la fois citoyennes, mais également des obligations d'ordre moral en ce qui concerne l'individu que je suis. Ça veut dire que je ne change pas de camp en fonction de l'évolution des circonstances politiques.
je crois à quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais d'un socle fort, donc soit d'une idéologie, soit évidemment d'une vraie plateforme de gouvernance que les uns les autres partagent. Or, aujourd'hui, la difficulté qui est la nôtre est laquelle? C'est de pouvoir nous fier à ce qu'ils représentent. Malheureusement, comme ils n'ont rien, c'est une coalition faite sur la base d'abord des humeurs individuelles, parce que quand vous regardez tous ceux qui quittent, enfin... D'accord, non, élargissons le débat s'il vous plaît pour terminer. Il nous reste quelques secondes, ne focalisons pas sur la coalition Jean-Ping. Non, c'est pas seulement sur la coalition. Ma dernière question, s'il vous plaît, je vous laisse parler ensuite. Ma dernière question, quel devrait être, à votre avis, le rôle des coalitions dans la vie politique, pour le cas du Gabon, par exemple? En 2 mots, je dis qu'une coalition, c'est d'abord avant tout une vision d'un parti politique avec d'autres partis qui la partagent, qui ont le même idéal. Ici, on ne tient pas compte souvent du socle idéologique, mais c'est important. Or, quand vous avez des coalitions où vous prenez des gens dont l'idéologie ressemble à des gars de gauche ou à des gars de droite qui se mettent ensemble, donc ça veut dire que c'est l'humeur. Deuxième moment, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est construire une démarche sur le long terme. Il a bien fait de parler de Mitterrand. Mitterrand est parti du congrès de 72 pour avoir le pouvoir en 81. Ne pas seulement se limiter aux échéances, c'est ce que vous voulez dire. Or, aujourd'hui, on a des gens qui, à la limite, ne retrouvant plus leur appareillage habituel dans le parti. Et c'est justement parce que la tendance politique a beaucoup évolué qu'ils jouent sur l'humeur et viennent se positionner en opposant ce qu'ils ne sont pas du tout. Monsieur Kambila d'Argentieux, pour terminer, quelle efficacité pour les coalitions qui se multiplient de plus en plus au Gabon? L'efficacité des coalitions dépendra de la rationalité, c'est-à-dire que la mise en place des programmes, des projets communs de gouvernance du pays. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire. Ce que nous avons réussi à faire, parce que si vous lisez bien la convention Jean-Ping 2016, il y a paraphé par nous tous un programme des objectifs de réforme de l'État. Je peux en parler si vous me donnez l'occasion. Non, bien sûr que non. Si vous me donnez l'occasion de le faire. Ce n'est pas le lieu pour cela. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Koulou, d'avoir été là. Merci à vous d'être resté devant vos petits écrans pour regarder cette 3e édition de décryptage cas par cas. Le débat se poursuit bien entendu sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook de l'émission décryptage cas par cas et à travers bien sûr les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Portez-vous bien et on se retrouve donc au prochain numéro de votre émission.